Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, le podcast qui voit la vie en épisodes. Que vous soyez dans le métro, en train de marcher dans la rue ou de faire vos courses, ou juste de poser les pieds sur la table basse pour enfin vous détendre, on va parler série et ça va faire du bien à tout le monde. Hey, motherfuckers! Je suis Charlotte Bloom, journaliste sériephile chez OCS, du genre à hurler devant The Undoing, à tomber folle amoureuse de Issa Rae de Insecure et à revoir Broad City inlassablement. Cette semaine, nous allons faire un petit point sur un sujet qui me passionne autant qu'il m'énerve, la représentation des femmes dans les séries, car si les choses ont évolué depuis l'arrivée du petit écran, il y a encore une belle marge de progression. Pour en discuter, j'ai invité Émilie Semiramoth, journaliste spécialisée dans les séries pour Télécapsat Hebdo. Coucou Émilie. Coucou Charlotte. Et Anaïs Lefebvre-Berthelot, universitaire, spécialiste des médias des États-Unis et des questions liées au genre à l'université Rennes 2 et autrice du livre Speak Up. Bonjour Anaïs. Bonjour Charlotte. Speak up. Raise your hands. Shout your answers. Make yourself heard. Whatever it takes. Just find your voice. Merci à vous deux d'avoir répondu présente. Covid oblige, nous sommes à distance, mais nous sommes ensemble et c'est ça qui compte. Alors on parle de l'évolution de la représentation des personnages féminins. Forcément, c'est indissociable de l'évolution des spectatrices et des spectateurs et puis de leur exigence et de ce qu'elles sont et ce qu'ils sont prêts à accepter. À quel moment vous avez eu l'impression toutes les deux que les chaînes avaient enfin compris que si on voulait un public plus large, il fallait arrêter d'invisibiliser les femmes ? Il y a différents tournants. Moi, j'en identifiais un dans mon livre qui se passe à la fin des années 90, au moment où il y a une multiplication des chaînes. Et puis, il y a un tournant assez évident avec l'émergence des plateformes. Et c'est vrai que là, il y a un tournant majeur ces dernières années qui, je pense, s'explique par le fait que le public est plus exigeant. On est beaucoup plus sensible à ces questions-là, beaucoup plus au fait aussi des théories féministes et d'à quel point les représentations sont importantes. La jeunesse est beaucoup plus critique qu'on a pu l'être nous, je pense, quand on était ado. Hein. Si je relève mon expérience de spectatrice, pour moi la série qui a une espèce de point d'achoppement, c'est Sex and the City en fait, qui marque un vrai tournant, en tout cas récent, qui fait vraiment une liaison entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Et alors même si la série n'était pas toujours réaliste, à bien des égards, je pense notamment au style de vie des quatre protagonistes, elle était, je trouve, juste et vraie sur l'essence de ces femmes. We had done it, and now I really liked him. I was deep into the sex haze and completely freaked out. There had to be something sick and off about him. Et ça a permis à des séries plus mainstream, comme Desperate Housewives et Grey's Anatomy, de voir le jour et d'adopter un ton beaucoup plus franc du collier et qui parle vraiment plus clairement et d'une manière moins pudique de la vie intime des femmes. Alors Anaïs, dans votre livre, vous abordez la thématique de la représentation des femmes par le prisme de la voix, notamment la voix off. Donc concrètement, ça change quoi que la voix off soit féminine ? Alors, ce que ça change d'abord, c'est que ça change les perspectives qui sont offertes aux spectateurs et aux spectatrices. Il y a des voix off masculines dès le début de la fiction télévisée. C'est des voix qui savent, qui ont beaucoup d'autorité. Et les voix off féminines, elles apparaissent plus tardivement, dans les années 80. Et notamment avec La Petite Maison dans la Prairie ou avec Dr. Queen Fab Médecin. Et après, le vrai gros exemple de voix off féminine, ça va être dans Angela 15 ans. C'est une voix intérieure, c'est une voix qui doute, c'est une voix un peu de journal intime. Et donc, ça va permettre l'émergence de nouvelles expériences, en fait. Émilie, c'est une question que vous vous étiez posée à un moment, la question de la voix off. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout. La voix off, je me rends compte quand elle m'énerve. Non, mais c'est terrible. Je donne un exemple. J'aime pas la voix off de Meredith dans Grey's Anatomy. In group settings, men are 75% more likely to speak up than women. And when a woman does speak up, it's statistically probable her male counterparts will either interrupt her or speak over her. It's not because they're rude. It's science.
C'est un peu des platitudes sur la vie, ses tribulations et tout, et ça a tendance à m'agacer. Et je pense que cet exercice de la voix off, si ça n'est pas vraiment superbement bien écrit, je pense qu'il y a une perte dans la qualité d'écoute du téléspectateur. I think that I may be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. Je me souviens, et je pense que vous vous en souvenez aussi, à l'époque de la saison 1 de Girls, Anna, qui était aussi intelligente qu'insupportable, incarnée par Lena Dunham, déclarait à ses parents, de manière très sûre d'elle, qu'elle était certainement la voix de sa génération, ou au moins une voix d'une génération. Donc là, on a le mot « voix » qui est balancé. Clairement, là, c'est la voix de la créatrice, davantage que la voix du personnage, en fait, dont on parle. Je pense que c'était une manière de désamorcer peut-être les attentes qui devaient peser sur ses épaules. Girls, Lena Dunham, elle fait Girls à l'époque, elle a quoi, elle a 26 ans, même pas. Ouais, elle a 22 ans. Elle était vraiment très très jeune, et elle a une série sur HBO. Donc je pense que c'est aussi une manière de montrer le poids qui peut peser sur les femmes créatrices dans l'industrie télé, parce qu'elles sont tellement peu nombreuses que quand elles sont là, et c'est des questions qu'on leur pose très souvent, c'est « Et alors, comment est-ce que vous représentez les femmes de votre génération, qu'est-ce que vous dites des femmes d'aujourd'hui, etc. etc. » Et c'était une manière un peu de désamorcer ça, je pense. Oui, d'ailleurs, je pense que les gens ne se sont pas privés de la critiquer, parce que justement, très très vite, on lui a reproché de faire une série qui était trop uniforme d'une certaine manière, avec que des femmes blanches et hétérosexuelles. Et que tout de suite, on lui a dit tu parles la voix d'une génération, il y en a quelques-uns qui sont biais, sauf que c'est une voix, en fait. C'est pas la voix, c'est une voix. Après, elle se corrige. Elle dit ou alors une voix d'une génération. Voilà. Mais tu as l'impression que l'erreur est commise. Ça y est, c'est trop tard, quoi. Oui, mais en même temps, c'est quelque chose qui est assez systématique, et qu'on va effectivement, on va parler de la voix de la femme. Et donc, c'est une manière aussi d'essentialiser, de mettre toutes les femmes dans le même sac, et de ne pas se rendre compte que y a des différences d'expérience, d'identité, etc., qui vont permettre de raconter des histoires différentes. I'm a lady, she's a lady, you're a lady, we're the ladies. Mais aussi un truc important, c'est que depuis plusieurs années, on parle des auteurs et surtout des autrices comme des nouvelles voix émergentes. C'est comme ça qu'on appelle les auteurs et les autrices, on les appelle des voix. C'est vraiment ce cliché de stratégie marketing des diffuseurs. Alors, les femmes, c'est des voix, pas de corps, mais bon, c'est des voix. Et puis, pour d'autres, exemple, Ryan Murphy, c'est la voix des LGBT, quoi. On va toujours essayer de mettre une étiquette sur chaque auteur, les ranger par catégorie, et puis c'est comme ça qu'on les vend ensuite au grand public. C'est assez infantilisant et un peu insultant, je trouve, pour le spectateur, mais bon, a priori, c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Pour filer la métaphore de la voix, on cherche des porte-paroles, en fait. Des fois, on oublie de parler d'art aussi. C'est pas que... oui, porter une parole, oui, mais il n'y a pas que ça aussi. Et puis, on peut aussi compter de temps en temps sur les hommes pour savoir parler bien des femmes. Je pense notamment à Damon Lindelof, qui a offert parmi les plus belles partitions à Carrie Coon et dans The Leftovers et à Regina King dans Watchmen. You fucking liar! You're not in pain? Because if you were in pain, you would know there is no moving on. There is no happiness. What's next? What's fucking next? Nothing is next. Nothing! Pour moi, Nora Durst et Angela Hubbard, c'est des femmes qui ont changé ma vie. Et elles ont pourtant été écrites par un homme. Pour moi, la dernière voix qu'on a appelée comme ça, en tout cas cette année, c'est Michaela Coel avec I May Destroy You. Et effectivement, c'est une voix extrêmement forte qui parle d'un sujet extrêmement fort, qui est le viol. Et c'est aussi une série extrêmement esthétique. Et en fait, quand on parle de la série, on parle de son sujet et de sa créatrice, et on ne parle pas du tout de la série, en fait. C'est-à-dire qu'on oublie de dire la photographie, on oublie de dire le rythme, on oublie de dire la musique. Oui, et puis l'autre chose aussi, moi, qui m'agace un petit peu à chaque fois qu'on cite cette série, c'est qu'on va en parler aux femmes. Cette série formidable. Non, mais en fait, c'est une série qui s'adresse vraiment à tout le monde, qui est vraiment universelle. Mika Coel, elle s'adresse aux femmes, aux hommes, aux blancs, aux noirs, aux hétéros, aux homos. Elle n'est pas du tout dans un esprit justement de segmentation. Et c'est ça qui rend cette série encore plus puissante, justement. Et tous les garçons avec qui j'ai discuté, qui l'ont vue, sont sortis très mal en point, parce qu'ils ont
pris la mesure aussi de la culture dominante qui est très bien représentée dans la série de Michael Coel. We are right there with you, tiptoeing in line, right behind you. And in that place, where rules, clarity, law, and separation cease to exist, we will show you exactly what we mean by violation. C'est comme ignorer la grande phrase le personnel et l'universel. Exactement. Je voulais parler à nouveau de l'utilisation de la voix et notamment revenir sur Insecure et sur Issa Rae. Elle utilise sa voix pour faire parler son personnage, mais elle utilise aussi le rap. Est-ce qu'on est en train de trouver des nouvelles manières d'utiliser sa voix? Est-ce qu'on est en train de passer à un niveau supérieur de l'utilisation de la voix? I'm a liar, sweetie. I cheat on niggas, too. I do. Probably shouldn't trust me or I'll hurt your feelings, boo. I don't want to be here, but my ex won't take me back, so my broken ass is here, small talking over apps. D'abord, je pense qu'on a effectivement des nouvelles générations aussi qui arrivent et puis qui tentent des choses qui n'ont pas été faites, des générations qui sont aussi influencées par d'autres formes artistiques. Et ce que ça montre, l'utilisation du rap dans Insecure, c'est aussi comment la culture pop, elle influence la manière dont on se représente notre intimité pour mettre en mots, pour donner du sens à ce qu'elle vit et pour se donner du courage. Elle va utiliser le rap parce que ça fait partie des productions culturelles qui forment un peu notre imaginaire. You gonna claim your throne or not? Is you Khaleesi or that other bitch whose name I don't remember? Lisa! Huh? I'm hungry. Let's go. Okay. Oui, alors moi je suis un peu, mal à l'aise par rapport à Insecure. J'ai l'impression que sa démarche à Issa Rae est à peu près similaire à celle de Lena Dunham dans l'intention d'être une voix, en tout cas d'une génération, et en l'occurrence d'une génération afro-américaine. Et je trouve qu'elle s'enferme beaucoup dans ce discours-là sur une espèce de définition de ce qu'est être une jeune femme afro-américaine aujourd'hui. Moi qui m'exclus un peu, alors que finalement ça devrait me parler parce que je suis métisse, donc c'est quand même des questions qui m'interpellent. Mais je trouve qu'elle a une manière trop presque caricaturale de dresser un portrait de la femme afro-américaine qui, moi, du coup, me laisse un peu sur le bas-côté. Oh, I look good in a pattern. I think this is African. You like it? C'est qui le personnage de série qui a changé quelque chose de profond en vous? Histoire de finir sur de l'intime. Ah ouais. Moi, je pense que c'est Ally McBeal parce que je l'ai regardée jeune. J'étais pas dans le public cible, clairement, quand j'ai regardé Ally McBeal. Et il y avait quelque chose qui transparaissait d'une certaine fragilité qui allait un peu à l'encontre de la réussite professionnelle, etc., qu'elle affichait par ailleurs, que je trouvais intéressante. Après, je ne sais pas si elle a changé ma vie, mais clairement, c'est un personnage auquel je suis attachée malgré tous ses défauts, qui sont nombreux. Je reviendrai sur Angela Abar, en fait, là tout dernièrement. Celle qui m'a bouleversée, c'est elle. I was one of the cops who got attacked on the White Knight. And that was before police officers were allowed to wear masks. So the bad guys, they knew who I was and they knew where I lived and they came to my house and they shot me right here. Pour le coup, un personnage auquel je pouvais m'identifier, ça m'arrive pas très très souvent. C'est une partie de la conversation qu'on a aujourd'hui, ça m'arrive pas très souvent de m'identifier complètement à un personnage de série. Elle, j'ai pu m'identifier à elle et surtout la fin de la série qui ouvre sur une expectative, un espoir complètement fou sur l'avenir de ce personnage-là. C'est-à-dire que tout est possible. Tout d'un coup. Et donc ça veut dire que si tout est possible pour elle, peut-être que tout est possible pour moi. Et c'est tout d'un coup absolument formidable et révolutionnaire. C'est-à-dire que ça ouvre une fenêtre dans mon esprit que la société, pour l'instant, veut maintenir close. Et ça, pour moi, c'est un truc qui change ma vie. Merci beaucoup à vous deux. Émilie Semiramod, je rappelle qu'on retrouve vos critiques dans Télécapsat Hebdo. Anaïs Lefebvre-Berthelot, je rappelle le nom de votre ouvrage, Speak Up, des coulisses à l'écran, voix des femmes dans les séries télévisées américaines à l'orée du XXIe siècle. Grey's Anatomy est visible sur Amazon, tandis que Girls, Insecure, Sex and the City, The Leftovers, Watchmen et I May Destroy You sont sur OCS.
Quant à moi, je vous retrouve très vite avec un nouvel épisode de Story Série, le podcast. En attendant, prenez soin de vous et matez des séries.